le singe est notre compagnon de toujours, que ce soit en ce moment même dans les laboratoires, on les teste, on s'oriente en fonction de leur ressenti, de toute forme d'opération faite sur eux, etc. C'est pas toujours très courtois ou très dans la bonne forme des choses. Il y a quelquefois des dérives, mais on va dire que suite à une belle émission que j'ai écoutée, enfin elle était en 2 parties, sur France Culture au mois de juillet, une super spécialiste d'Australie qui a fait tout un travail sur la sexualité de tous les singes, la famille des simiens, donc 6 catégories différentes. C'est un peu comme au football, et les arrières, les avants, il y a ceux qui marquent des buts, et c'est vrai que dans les singes, entre le gorille et le chimpanzé, il y a des énormes différences. Il y a le niche du singe, et il y a le géolier. Donc, dans la planète des singes, on peut voir les géoliers d'ailleurs représentés par les gorilles. Alors je disais donc que les singes sont des amis, les amis de l'homme, les compagnons. Alors, 1933, King Kong, grand gorille immense. Alors on a choisi aussi un gorille hyper géant qui est capable de grimper sur une tour de World Trade Center de 331 mètres. Donc c'était la tour la plus élevée. Il y avait la tour Eiffel avant, hein, mais c'était la tour, en tout cas la tour infernale, on va dire le plus grand HLM ou la plus grande tour recensée, alors que celle actuelle dans le Qatar, elle fait 938 mètres. 938 mètres. On se demande pourquoi. Si on la couche, on a une grande distance à faire à pied. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'une petite coïncidence voulait qu'en 1967-68, donc sort cette planète des singes, première mouture, premier épisode, première série, première de la série de série si on peut dire, c'est le film du Livre de la jungle, dont le singe joue un rôle très important, au-delà de Baloo, au-delà de Sherka, etc. Mowgli, évidemment, il y a ce singe. Et rappelez-vous, toutes les musiques de Louis Armstrong, extraordinairement belles, swing. D'ailleurs, j'appelais ça la planète du swing en français, la planète du swing. Et c'est vrai que ces singes chantaient, dansaient avec une grande facilité en utilisant les 4 membres. Et on les voyait applaudir avec les pieds. C'est ce que dit Pierre Boulle dans son livre. Il dit à un moment donné, quelle est la différence qu'il y a entre les singes et les blancs, et les hommes, les hommes blancs donc, les hommes, quelle est la différence? C'est simplement qu'ils font tout avec 4 mains, ils peuvent applaudir des mains, refuser d'applaudir avec les pieds, etc. Donc j'imagine un batteur de jazz singe, avec l'indépendance et les possibilités de tenir 4 baguettes, parce que nous on peut tenir que 2. Voilà, tout se multiplie, c'est ce qu'on va dire une sorte de surmultiplié de la gestuelle et de ce qu'il en résulte. Donc voilà, les compagnons, King Kong, Cheetah dans Tarzan, aussi depuis 1932 avec Johnny Weissmuller qui a fait quand même 12 films dans les séries jusqu'en 1945, dont le dernier Tarzan à New York n'était pas forcément le plus intéressant. Mais comme dans la vraie histoire, les choses se terminent à New York, on va dire que on a restitué une forme de vérité sur le livre d'Edgar Berouche, 1912 et 1916. Il y a eu une période de 4 années. Voilà, donc je voulais parler de ces relations qu'il y avait entre l'utilisation, entre guillemets, thématique, à la fois du singe, de la grande famille des singes, dont les gorilles pour King Kong, Tarzan avec Cheetah, et puis, comme disait Coluche, bonjour Tarzan, moi bonjour, toi Tarzan. Ça c'est assez étonnant d'utiliser ce genre de slogan. Et d'ailleurs, Charlton Heston ce soir va le dire aussi. À un moment donné, quand il n'arrive pas avec Nova à obtenir un seul mot, il dit bon, ok, moi Tarzan, toi Cheetah, ou toi Jeanne. Et c'est très très drôle à ce moment qu'ils le disent, parce que c'est vraiment le moment où il n'en peut plus dans sa grille de prison. Il ne sait plus comment essayer de sortir un mot de la bouche de Nova. J'aime bien ça, ça fait partie des petits sketchs ironiques dans le film. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit tour d'horizon. Donc hors frontières, ce soir nous sommes hors frontières. Alors qu'est-ce que ça veut dire hors frontières? On va dire que la thématique de l'archéologie a servi pour la momie et pour les aventuriers de l'Arche perdue, où le thème de l'archéologie pouvait servir pour la recherche de l'homme sur lui-même, par les fouilles, par ce qu'il se passe sous terre. D'ailleurs, souvent les archéologues trouvent et ensuite ils réenterrent. C'est ce qu'a fait Mark Heyman pour la grande cathédrale immense qu'il a trouvée dans la hauteur. Dès qu'ils ont tout trouvé, vous avez une semaine pour venir les voir et ensuite on rebouche tout. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe un petit peu avec
Harrison, Ford, c'est l'archéologie. Donc là, on peut trouver un lien avec la frontière. Ce sont les liens subjectifs, il faut bien le reconnaître. Moi, j'ai des liens plus intéressants, nominatifs, avec beaucoup de prénoms en us. Hein. Par exemple, je les ai notés. Bon, alors, il y a déjà Ulysse, c'est pas en us, hein, mais c'est Ulysse quand même. Ulysse dans le livre de Pierre Boulle, dont je parlerai tout à l'heure. Je vais vous trouver les deux liens. Voilà, les prénoms, donc Julius, Ulysse, Elius, Zaius, Cornelius. Hein, alors Cornelius, on le retrouve dans le film. Zaius aussi. Elius, je crois que c'est plutôt dans le livre. Voilà, et Ulysse, évidemment, c'est le nom de Ulysse Mérou, c'est le nom de ce qui est devenu Taylor dans le film, John Taylor, dans le film de Schneffer. Donc voilà, c'est certain que cette relation avec la romanité et la mythologie grecque, puisque avec Ulysse on bascule vers les Grecs, il est important de le souligner. Ensuite, je pense qu'on peut faire un lien aussi dans la recherche d'identité, donc retour aux sources, jeunesse de l'homme, comme vous l'a dit notre ami professeur en histoire et jeune universitaire, d'après ce que je comprends, vu son âge, ou en tout cas qui a été fraîchement diplômé, c'est ça? Oui, de moins en moins jeune, mais encore un peu. Super. En tout cas, vous êtes très réactif à toutes les questions qui ont été posées, et je vous félicite. Merci. Bon, les applaudissements ont été nourris quand même, hein. Mais ils peuvent reprendre. Vraiment, c'était une très très bonne prestation. Heureusement que j'ai une main et un accoudoir pour tenir mon micro, sinon je pense que je tituberais. Non, mais c'est vrai, c'était extrêmement consciencieux et surtout très clarifié, explicite. Alors, cette histoire d'hors frontière, d'où le terme que j'ai employé hier, c'est l'effet boomerang. Et là, je pense que ce jeune homme ne me contredira pas. L'effet boomerang, il s'agit de ça, c'est-à-dire l'homme pense être au-dessus de tout, notamment des singes et même des animaux en général, et il se retrouve effectivement durant la totalité du film, même si nous on peut avoir un petit avis au long du film, il se retrouve à découvrir qu'il n'est que sur la Terre. Et d'ailleurs Schneffer aurait pu choisir un autre élément que la Statue de la Liberté. C'est pour ça que le deuxième film, la deuxième série, The Nape, donc c'est Le Secret, la planète des chiens avec James Franciscus qui prend le relais, en 1971, il prend le relais, mais en vérité, Charlton Heston apparaît 29 minutes en tout. Il apparaît 13-14 minutes en flashback au début du film et une petite vingtaine de minutes à la fin, quand il ressort de... On le voit à un moment donné se jeter dans un ravin, une sorte de falaise mystérieuse, où on ne voit que des nuages, donc il y a une sorte de perdition dans ce qui se passe tout au fond, et on ne sait pas pourquoi il saute, en tout cas on sait pourquoi il revient, un moment en tout cas utile pour le scénario. Et c'est James Franciscus qui découvre lui-même, par Zaius, il découvre effectivement d'autres choses, notamment le métro, les plaques des rues, la 230e avenue, je ne sais pas, je ne les ai pas appris par cœur, hein. Je ne suis pas singeophile, enfin planète des singeophiles, mais comme il y a des tintinophiles qui connaissent la plaque d'immatriculation de l'ingénieur Wolf dans les mystères de... C'est l'objectif Lune, par exemple. Je connais des gens comme ça, ils sont tintinophiles. Ils connaissent tout. Nestor, le Moulinsart, au moment donné, ou la Castafiore dit « Oui, c'est très beau, votre Henri XII. Ça n'a pas existé, madame. » Oui, enfin, c'est ce que je voulais dire. Il connaît tous les détails. Et moi, je ne suis simplement spécialiste de la planète des singes que par le fait de l'avoir vu à 7-8 ans, quand c'est sorti, parce que j'en avais déjà 8 en 68. Je vous laisse le choix de trouver ma date de naissance. Elle date du film de La Vengeance d'Hercule, pour ceux qui l'ont vu. Et donc, du coup, effectivement, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, qui m'ont dit « Mais oui, la planète des singes, ça vaut le coup, etc. » C'était une merveille. Et on a tous été en admiration devant ce film, il faut reconnaître, qui est extrêmement éloigné du livre, vu qu'il y a des énormes libertés prises. Pierre Boulle en a dit quelques mots, mais il n'a jamais tenu à trop s'étendre sur le sujet. Il était né en 1912, il avait 50 ans en 62 quand il a écrit son livre. Il a mis donc 1 an et demi à l'écrire. Et dès 63 et demi, dire à mi-63, ça a commencé à bouger à Hollywood. Sur plusieurs metteurs en scène, jusqu'à ce que le dernier metteur en scène en parle à Charlton Heston, qui a lui-même aussi hésité. Enfin, à notre plus grand plaisir de le revoir encore en petite tenue. C'est ce qu'on disait sur la chapelle Sixtine il y a encore 2 jours. On le voit encore en petite tenue, surtout qu'il a joué le rôle de Michel-Ange en 66, 64, et qu'il était lui-même
au pinceau et à l'action, directement. Voilà, donc c'est vrai que je vous en parlerai 2 minutes parce que j'ai un grand hommage quand même à rendre à Charlton Heston. De toute façon, les 4 parties vont rentrer dans les 3 quarts d'heure, vous inquiétez pas. L'hommage de Charlton Heston, 1923-2023. Donc cet homme aurait eu 100 ans cette année. Il aurait eu exactement 90 ans, 8 mois et demi. 99 ans, 8 mois et demi, parce qu'il était du mois de décembre. Enfin, comme on anticipe tous sur cette terre, il aurait eu 100 ans, dans sa 100e année. Sur une filmographie exhaustive, partant de 1941, avec Hans Gretel, il avait 17 ans et demi, avec une merveille de petite Suédoise qui jouait sa petite fiancée, Hans et Gretel. 1941, ensuite il y a eu une période de vide, parce que c'était quelque part son premier essai filmographique, mais il s'est avéré qu'on le compte, il était fier de le compter dans sa carrière. Ensuite, c'est surtout en 1950 qu'on le revoit, mais en tant qu'homme de théâtre, puisqu'il était un spécialiste de Shakespeare. La différence de Steve Willis, qui avait un Shakespeare sous son bras sur les plages, lui, il avait vraiment étudié Shakespeare, et jusqu'à en être un très bon acteur, un très bon représentant dans Marc-Antoine. Il a même joué Julius César en 70, mais en tout cas Marc-Antoine sur une période assez longue. Il y a eu ce film américain qui a été fait vers New York en 1950, que l'on peut retrouver donc dans des épisodes épisodes sur YouTube, et jusqu'en 1973 où il a effectivement joué le fameux Marc-Antoine, qui aurait dû être diffusé l'année dernière, projeté l'année dernière, où les intempéries en ont décidé autrement. C'était un Charlton Heston vieillissant. On peut imaginer qu'il avait donc 45 ans, et ça ne représente pas tout à fait le Marc-Antoine de l'âge qu'il aurait dû avoir. Et oui, Marc-Antoine avait à peine 32 ans, donc il y avait quand même... mais c'est très compliqué de jouer ce petit rôle, de choisir un acteur. Regardez le Louis XV avec, en ce moment, comment il s'appelle? Le mari de... Hein? Johnny Depp, j'allais dire le mari de Paradis. Voilà, Johnny Depp. Et bien regardez-le, c'est Louis XV, mais c'est un Louis XV quinquagénaire, bien tassé. Est-ce que c'est le Louis XV de 32 ans? Voilà, c'est assez compliqué, mais ça marche, ça fonctionne, hein, on le sait depuis tant d'années. Oui. Oui. Hey, Louis XV. Non mais je sais. Mais, alors par contre, j'aime bien quand vous... N'hésitez pas à prendre la parole discrètement et succinctement, mais c'est vrai que ça m'aide. C'est très gentil de dire qu'il était avec l'accent anglais américain. Eh ouais. J'y vais au fond, là. Alors, j'aime bien remuer, non pas le couteau, mais la plaie. Dans le couteau. L'homme de théâtre, donc je vous l'ai dit. Il faut reconnaître qu'il a eu sur les 3 décennies marquantes, puisqu'il a quand même tourné jusqu'en 2004, hein, il est mort en 2008, il avait jusqu'en 2004 joué avec son fils, quelquefois, son fils qu'il avait, il avait demandé. Donc après maintes réflexions, il a décidé de jouer encore quelquefois dans des téléfilms qui n'ont pas vraiment marqué l'histoire. Sinon, dans les années 50, il a été... Même s'il a fait des petits policiers, etc., c'est surtout dans ces 2 péplums, on ne va pas rappeler lesquels, les 10 commandements et Ben Hur, qu'on a vraiment considéré quelle envergure d'athlète et d'acteur était-il, aux côtés donc de notre grand représentant qui fait l'affiche de cette année, que l'on verra demain sur la chute de l'Empire romain, et qui joue un très très grand Messala Ben Hur, et c'est pour ça qu'il l'a mis. C'est drôle, non? Messala. Voilà, c'est ça. Ah, si je dis mais ça ici, ça va pas. Hein. Voilà. Alors, dans les années 60, il y a quelque chose, il y a comme une forme de réflexion chez lui. Il était encore, non pas une proie facile, mais quelqu'un qui pouvait, après hésitation, dire « Oh ben finalement, je vais quand même le faire ». C'est ainsi qu'on peut le voir dans La Soif du Mal, on peut le voir dans Le Seigneur de la Guerre, un film médiéval extraordinaire, avec la coupe au bol, Côte de Maille, où il se confronte à une seule tour. C'est assez succulent de voir une seule tour, pas de rempart, pas de pont-levis, pas de chemin de ronde, une tour extraordinaire. Et c'est un film extrêmement pur dans sa pureté. Il a joué aussi Michel-Ange, il a joué aussi Le Seigneur de la Guerre, je viens de vous le dire, La Soif du Mal et Le Cid. Hein, le Cid, Anthony Mann, bien sûr, d'Anthony Mann aussi, oui. Donc Anthony Mann, Schneffer, il y a eu beaucoup d'acteurs avec Sophia Loren, qui joue très très bien les yeux de Chimène. Hein. Le nombre de phrases qu'on peut prendre dans la littérature, c'est extraordinaire. Les yeux de Chimène. Madame Hidalgo a eu les yeux de Chimène quand on lui a dit que d'ici 1 an, il fallait qu'on puisse se baigner dans la Seine. Bon alors,
Voilà, alors donc, très important, donc je finis avec ça, c'est les souvenirs de jeunesse. Parce que dans un des souvenirs de jeunesse que je vais vous conter, donc ça a été extirpé d'un livre que je vais vous montrer, c'est ce Jeff Robin. En 1975, alors c'était un livre que j'ai trouvé au Pulse d'Arles, il y a 1 an et demi, j'étais très très heureux. C'est le seul livre que j'ai trouvé malheureusement intraduisible, ou plutôt non traduit en français. C'est un livre américain qui a été fait, James Robin. J'aurais pu amener le livre, bon, j'ai pas pensé à l'amener, parce que, bon, il fallait traduire des expressions, des extraits. Voilà, ça c'est l'arrière du livre, où on le voit en Moïse, on le voit tout en bas en Taylor, on le voit en Seigneur de la guerre, avec la cotte de maille, vous voyez la coupe. On le voit en Moïse, on le voit en cow-boy, enfin on le voit en beaucoup de choses. Et effectivement, dans ses souvenirs de jeunesse, il compte pour toute sa carrière, ce souvenir-là. Et ça, c'est quand même quelque chose. Vous allez voir. C'est un souvenir lié à la bosse qu'il avait sur le nez. Voilà, souvenir de jeunesse. Vous savez qu'il avait une bosse sur le nez, une vraie bosse. Hein. Quand on dit bosse, c'est comme... citez-moi un acteur qui avait une belle bosse. Bah, déjà, hier, l'acteur qui jouait, Rasbonne, oui, il avait une bosse sur le nez. Alors, Nélon, il avait une bosse là. Hein. Ouais. Hein? Alors, Marlon Brando, merci. Marc-Antoine, donc. Oui, Marlon Brando, bien sûr. Alors, écoutez bien, c'est super. À mon adolescence, lors d'une partie de football, j'ai reçu un coup de pied très violent dans le visage et mon nez a été atteint fortement. Une bosse s'est créée à la suite du coup. Je pourrais remercier vivement mon copain d'époque s'il m'arrivait de le recroiser, car cette bosse sur le nez m'a permis de jouer mes plus beaux rôles. Ben Hur, bosse sur le nez, vous regarderez. Moïse, bosse sur le nez. Big Boss donc. Bruce Lee, non, là c'était juste le titre du film. Michel-Ange, bosse sur le nez. On connaît 2 sculptures de Michel-Ange, dont une qui est faite par lui et une autre par à titre posthume. Hein. Bosse sur le nez. Mais quand je dis une bosse, c'est vraiment la bosse. Super beau. Très beau nez, hein, mais avec une bosse. Et alors, et puis Don Rodrigue, bosse sur le nez. Vous regarderez les estampes espagnoles. Alors, on peut voir ça aussi dans La Folie des Grandeurs. Mais enfin, c'est plutôt... on va dire que le site, c'est plutôt une extension hein, avec Louis de Funès. Hein, Don Rodrigue, c'est plus Ruy Blas. Ruy Blas, ouais. Ouais, il est l'or, monseigneur. Oui, oui, il en manque une. C'est ce qu'aurait dit Mbappé quand il arrive au Qatar. Il en manque une. Voilà. Alors, donc, Michel-Ange, l'on peut constater sur plusieurs reproductions ou sculptures cette bosse nasale. C'est quand même lui qui le dit. Donc il est très fier. Il paraît qu'il avait une sculpture de Michel-Ange en copie avec son nez nénuphar. Bon, alors, 3e chapitre. Vous me dites quand il est 8h, comme ça je vois un quart d'heure encore. Alors, donc, Pierre Boulle. Ce livre, je vous l'ai dit, Pierre Boulle, avignonnais, né dans Vaucluse, est né en 1912. Il avait donc 50 ans en 62. Ce livre est une exception, ce livre est une merveille. C'est un roman science-fiction, ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres de science-fiction. C'est un roman poétique de science-fiction. Quand je dis science-fiction, on se comprend de par la thématique, et quand je dis roman, c'est aussi une étude avec un esprit de description, comme Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, qui décrit Notre-Dame pierre par pierre. Là, c'est extraordinaire. On apprend, comme Jules Verne, l'île mystérieuse, on apprend toutes les formes de jacuzzi, de geyser, extraordinaire. Donc voilà, ça je vais vous le dire. Si vous avez la patience, petit livre de poche, 128 pages, vous vous régalerez. En l'an 2500, ça c'est très important, c'est la vraie histoire. En l'an 2500, le savant professeur Antel s'embarque à bord d'un vaisseau cosmique avec son disciple, le physicien Arthur Levin et le journaliste Ulysse Mérou, John Taylor, pour explorer la constellation d'Orion, l'étoile géante de Bételgeuse. Comme c'est beau ces mots, c'est très beau. Ayant découvert qu'une des planètes qui gravitent autour d'elle a les mêmes caractéristiques que la Terre, il s'y pose après avoir survolé un paysage ponctué de villes, de routes, assez semblables aux nôtres. La race humaine s'est donc peut-être développée en dehors de notre galaxie? Pour l'interrogation. L'empreinte au pied d'un lac et l'apparition d'une ravissante baigneuse qu'il baptise Nova le confirment. Mais Nova et les siens paraissent privés d'intelligence et de langage articulé. Là, il y a au moins 7-8 chapitres là-dessus. C'est très très beau, c'est succulent. Vraiment. Je serais incapable d'en écrire un quart du 10e. À peine nos explorateurs ont-ils le temps de s'interroger sur cette bizarrerie que le vacarme d'une battue géante leur apporte la solution de l'énigme. On voit ça dans le film. Il y a très peu de choses qu'on voit dans le film, mais ça on le voit. La baignade aussi. Sur cette planète, pardon,
Magnifique. Merci. Tu peux prendre la parole. Oui. La battue. Ah, superbe. Oh, superbe. Ah oui, non mais non, mais il y a un rythme. Il y a un rythme dans la musique, bien sûr. Non, mais j'ai pas envie. Je suis professeur au conservatoire, mais bon, la musique, oui. Bon, non, Marc Forest était chanteur lyrique. Je suis d'accord. Mais moi, si j'étais lancé là-dedans, je te dirais tout ce qu'il a chanté. Est-ce que les gens sont venus pour ça? Voilà. Donc, comme Hulk, la chemise qui craque quand il chante, ben, pourquoi pas lui? C'est le dessin que je devrais faire. Donc, j'en continue. Vous verrez comme c'est un succulent. Vous allez faire d'ailleurs ce soir un rapprochement vous-même. Vous ferez votre idée en fonction des libertés prises par le film. Écoutez bien. La trame du battu géant donc leur apporte la solution de l'énigme. Sur cette planète, les humains sont un gibier qui traque les simiens. Ulysse Mérou, donc Taylor, séparé de ses compagnons, se retrouve ainsi engagé et voué aux expériences des chimpanzés biologistes. Comment il parvient à prouver qu'il n'est pas un animal dépourvu de raison et comment il échappe au sort que lui réservent les maîtres de la planète? C'est ce qu'explique ce récit avec brio et une ironique subtilité qui transforme ce thème en science-fiction en conte philosophique passionnant. Voilà. Donc ça c'est important, c'est ce qui est écrit dans le livre. C'est un petit peu la préface du livre qui dure, je vous dis, même pas une demi-page. Mais c'est explicite et ça résume tout ce livre. Donc, toutes les libertés prises par le film, par Schneffer, et aussi tout ce qui en ressort. Hein, l'essence du livre en ressort plus que les détails techniques et les détails de scénette directe. Hein. Alors, je vous dis ça. À un moment donné, vous allez vous régaler, hein, à un moment donné, quand il a été dans les grilles derrière, qu'il rencontre Nova, on lui enlève Nova pour le tester, pour voir si ça lui manque, on lui envoie des bananes pour voir s'il les renvoie. Enfin, tous les tests qu'on fait aux singes. Écoutez bien, mais c'est succulent. Discours de l'Assemblée d'Ulysse, John Taylor. Et là, à un moment donné, Charlton Heston le fait. Il vient s'exprimer, rappelez-vous, on décide de le mettre à poil, nu, hein, nu, comme Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Il est nu, mais regardez ce qu'il dit. C'est très très beau. Illustre président, noble gorille, sage orang-outan, subtil chimpanzé, ô singe, permettez-moi à un homme de s'adresser à vous. Je sais que mon apparence est grotesque, c'est en plein milieu du livre. Hein. Je sais que mon apparence est grotesque, ma forme repoussante, mon profil bestial, mon odeur infecte et la couleur de ma peau répugnante. Je sais que la vue de ce corps ridicule est une offense pour vous. Mais je sais aussi que je m'adresse aux plus savants et aux plus sages de tous les singes, ceux dont l'esprit est capable de s'élever au-dessus des impressions sensibles et de percevoir l'essence subtile de l'être par-delà une pitoyable enveloppe matérielle. Entendez-moi, ô singes, car je parle, et non pas, je vous l'assure, comme une mécanique, parce qu'on pense qu'il parlait comme un perroquet. Bah, d'ailleurs, il le dit, ou un perroquet. Je pense et je parle et je comprends aussi bien que vous ce que vous me dites et ce que j'énonce moi-même. Tout à l'heure, si vos seigneuries daignent m'interroger, je me ferai un plaisir de répondre de mon mieux à leurs questions. Auparavant, je veux vous révéler cette vérité stupéfiante. Non seulement je suis une créature pensante, non seulement une âme habite paradoxalement ce corps humain, mais je viens d'une planète lointaine, de la Terre, de cette Terre où, par une fantaisie encore inexplicable de la nature, ce sont les hommes qui détiennent la sagesse et la raison. Là, il commence à prendre un peu du poil de la bête. Hein. Voilà. Après avoir fait ses bassesses, oh, singe, ouais, à la grand historien hein, d'époque, comme on aimait bien. Hein. Voilà, alors donc il dit, tenez bien, donc sur cette terre, c'est dans la race humaine que l'esprit s'incarna. C'est ainsi, et je n'y peux rien. Tandis que les singes, j'en suis bouleversé depuis que j'ai découvert votre monde, tandis que les singes sont restés à l'état sauvage, ce sont les hommes qui ont évolué. C'est dans le crâne des hommes que le cerveau s'est développé et organisé. Il a besoin de se justifier, mon Dieu, il n'y a que lui qui peut le faire. L'autre, on l'a décervelé et l'autre, il est mort pendant la battue. Et oui, ça par contre, c'est bien redit. Alors, ce sont les hommes qui ont découvert le langage, découvert le feu, utilisé les outils. Ce sont eux qui aménagèrent ma planète et en transformèrent le visage. Eux, enfin, qui ont établi une civilisation si raffinée que par bien des points, oh, singe, elle rappelle la vôtre. Voilà, je vous lis ça parce que c'est un moment phare de bascule où les singes sont comme ça, sauf un, Zaius, le singe qui sait un petit peu tout, celui qui dit à la fin, oh, avec ce que vous allez découvrir, hein, vous allez peut-être me vous voyez. Bon, voilà. Donc ça, c'est important que je vous lise ça. Je clôt la partie du livre. C'est le livre de Pierre Boulle.
Ah non, 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 c'est ça qui est beau. C'est Ulysse qui parle, Ulysse Mérou, hein, qui est journaliste, mais qui découvre tout, l'ampleur du truc. Mais il en est loin de découvrir la planète, enfin la planète Terre, la statue de la liberté, et puis surtout... Ouais, ah, je me dis, parce que je suis... Hein? Ah ben c'est 20 heures. Oh, je suis largement dans les temps. Oh, singe, oh gorille, je suis dans les temps. Monsieur et Madame Houtan ont un fils, Laurent. Alors, ou Laurent Houtan en emporte le vent, parce qu'on peut aussi joindre Clark Gable. Alors, cette femme de France Culture, je le rappelle juste parce que Pierre Boulle ou le film de ce soir, on rappelle quand même les 6 membres. Là, il y en a 5. Hein. Donc les simiens, c'est la grande famille. Il y a les gorilles, les singes, les orang-outans, les chimpanzés et les guenons. Voilà. Alors, il y a les singes mâles et femelles, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut les connaître parce qu'ils appartiennent à des tribus, ou plutôt des rôles, des statuts qu'on leur donne bien définis. Les gorilles, c'est des geôliers. On va pas leur demander voilà, alors Mbappé, t'es là, alors tu vas sortir, allez, on vient de me demander de te sortir. Bon, mais en vérité, non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont quand même une conscience. Simplement, ils respectent les ordres, parce qu'il y a une hiérarchie triangulaire avec le ponte au-dessus. Ésaïus en fait partie. D'ailleurs, il est très très mal apprécié, parce que tout le monde se rend compte qu'il en sait trop, et qu'il en garde trop pour lui. Mais ça, c'est le film qui va en vous donner une partie. Vous allez vous régaler ce soir à vous faire un point entre ce livre que je vous conseille de lire, mais même partiellement, et peut-être d'en faire plus. Voilà, alors maintenant j'en arrive donc au film, hein, puisque c'est la dernière partie. Donc le fameux effet boomerang, hein, j'en reviens pas. Le second film, je vous ai dit, c'est James Francis Crick, que je vous l'ai dit. Égaré dans l'espace-temps. L'espace-temps, vous avez bien compris, 1972, 3978. On est donc effectivement à près de 2000 ans, à 6 ans près. 2000 ans, l'espace-temps a complètement trompé. D'ailleurs, la première scène où on voit donc Charlton Heston qui est donc en tenue, c'est salopette, hein, enfin c'est combinaison totale blanche avec le petit drapeau américain. Hein? Il est beau, hein, peplum, je veux dire playboy, j'allais dire peplum. Beau playboy, hein, mais ça lui rétrécit les épaules, je trouve, vous allez voir. Ouais, absolument. Absolument. Donc, égaré dans l'espace-temps, un vaisseau spatial parti en mission en 1972 avec 4 membres à son bord, puisqu'il y a une dame qui part avec elle, et il le découvre à l'atterrissage, l'amérissage, il savait, qu'elle s'est transformée en singe, enfin elle a été entièrement hibernatus, je ne sais pas comment on peut dire, entièrement, comment on dit, momifiée, pratiquement. Hein? Elle a une allure pratiquement de momie. Momie bleue, ou comme vous voulez. Ou momie de pain, comme vous voulez. Alors, égaré dans l'espace-temps, gna, je vous l'ai dit, donc à son bord, s'écrase sur une mystérieuse planète en l'an 3978, je vous l'ai dit aussi. Le capitaine George Taylor et son équipe décident de quitter leur épave et d'explorer cette terre désertique qu'ils pensent localiser dans la constellation d'Orion. C'est là que ça se sépare, parce que là, la planète dans le livre s'appelle Soror. Ils appellent Nova, la petite jeune qui est en train de regarder les baigneurs, la planète Soror, qui s'appelle Soror, S-O-R-O-R, Soror. Et on est dans la galaxie de Bételgeuse. Bételgeuse, c'est beau, c'est assez étonnant, on a envie de dire Beltégeuse, non c'est Bételgeuse. Et c'est la galaxie, donc c'est là que se sépare le choix des scénaristes, etc. C'est qu'on choisit George Taylor, on choisit, hein, c'est normal, hein, il faut regarder hier soir. Tu dis que c'est Marcus, et pourtant, dans le film avec Steve Reeves, c'est un autre prénom. Voilà, dans le livre, oui, tiré du roman d'origine. Voilà. Ben là, il doit y avoir un rapport entre le film, qui est sans doute amoindri pour beaucoup de choix esthétiques. Hein, on le sait. Donc, je vous ai lu donc, la fin de ce résumé. Non, pas du tout. C'est un choix, parce que c'est vrai que c'est assez beau, Orion, la galaxie Orion. Mais le choix de la galaxie Bételgeuse et de la planète Soror, pour ce qui concerne le livre de Pierre Boulle, c'est une chose. Et que Schneffer ait décidé autre chose, c'est tant mieux. Schaffner, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, F. Schaffner. Oui, c'est The Lord Franklin, sans doute. Franklin, tout à fait. Donc, il cherche effectivement des signes de vie quelconques.
Et à un moment donné, le noir qui représente, on le voit découvrir une petite plante morte, mais ça suffit à son bonheur. On est entouré de rochers. Il y a d'ailleurs une très bonne scène, très très longue, avec cette musique, où on entend le tonnerre avec ce qu'on appelle c'est une pièce, on appelle ça une pièce métallique très grande pour faire l'orage, qu'on utilise dans les opéras, avec une maillotche. C'est une barre de métal qu'on utilise et qui représente l'orage ou le mystère. Et là, on entend le piano, ta-do-do-do-do, pa-do-do-do, ta-do-do-do-do, pa-do-do-do. Hein? Non, mais c'est une musique assez étonnante, vous allez voir, c'est ingénieux pour l'époque. Et on n'est pas dans le synthétiseur de La Vengeance d'Hercule. Hein. On n'est pas dans le synthétiseur, c'est un vrai piano acoustique. Ah ouais, ouais, absolument. Ah ouais. Alors, je voulais vous dire deux choses très importantes. C'est le doublage. Georges Aminel, qui est ce phénomène? C'est un phénomène, ce gars. C'est une des voix, aussi bien que Roger Carrel, qui, quand il a fait Astérix ou beaucoup d'autres, Roger Carrel a une voix extraordinaire dans le Passe-Muraille. On le reconnaît tout de suite, et dans les films d'Astérix. Roger Carrel. Mais Georges Aminel, il avait une voix chaude, langoureuse, grave, hyper reconnaissable. Et pour les acteurs qui avaient des carapaces, Orson Welles, Yul Brynner dans Les 10 Commandements, vous écouterez cette voix chaude, c'est Georges Aminel. On le voit aussi dans Le Noir qui joue le rôle d'Alien, la fameuse attablée, où à un moment donné, pendant le repas, il titube parce qu'il y a Alien qui arrive. Rappelez-vous. Eh bien, c'est ce Noir-là, c'est aussi Georges Aminel qui double. Donc, Orson Welles dans la splendeur des Ambersoldes, dans beaucoup de films dont il a été évidemment le principal héros et aussi le producteur. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les extraits qui ressortent sont eux aussi récupérés du livre avec qualité, avec un goût subtil et surtout avec une recherche d'authenticité et de fidélité. Par exemple, les baignades, elles sont très bien décrites dans le livre et très bien jouées quand on voit les chimpanzés qui commencent à prendre les vêtements les uns après les autres et que, bah oui, ils n'ont plus rien pour s'habiller, donc ils ont des feuilles de vigne. D'ailleurs, ils vont dans un vignoble et ils se couvrent comme ils peuvent dans les parties intimes. Alors donc, recherche d'une tragédie, les décors de faux rochers pour justement les habitations des singes. Je ne sais pas ce qu'en pense. De toute façon, il va y avoir des questions au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, parce qu'on discute entre nous, vous avez vos téléphones. Non, mais j'existe peut-être? Qui? Ah, alors, non. Oui, c'est vrai. Mais quand même, j'ai à vous dire que... Si, c'est vrai. Mais j'ai quand même à vous dire quelque chose, parce que des fois, c'est le livre. N'oubliez pas que... n'oubliez pas que Pierre Boulle a reçu, avec Le Pont de la Rivière Kwai, qui a été un film anthologique en 1953, il a reçu le prix Sainte-Beuve. C'est un prix très important, Sainte-Beuve. Bon, ça ne parle pas, on ne sait même pas qui est Sainte-Beuve, sauf certains. Bon, eh bien, en 1952, pour Le Pont de la Rivière Kwai, avant que Hollywood s'empare de l'affaire, et je pense qu'il avait reçu un succès en Suisse pour La Planète des Singes. Il avait reçu un prix, pas très très important, mais genre un lion d'or, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il a été tout de suite pris par l'engouement. Ça, oui? Non, 76, 75. Mais bien sûr. Parce que, bien sûr, mais c'est beaucoup plus tard. Parce que regardez, je ne vous ai pas dit la suite. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Charlton Heston, je vous parlais de ses choix en 60, dans les années 60. Mais en 70, après avoir fait sa dernière tentative de théâtre filmé, ça fait partie de sa filmographie, mais c'est théâtre filmé, en huis clos, avec un nombre de prétendants et de conspirateurs extrêmement faible. Eh bien, il a quand même joué Tremblementer, des films d'action. Il y a eu, entre Tremblementer et Soleil Vert, il y a eu L'Aventure Poséidon et la Tour Infernale. Bon, ensuite, il y a eu Les Dents de la Mer, etc., Spielberg, etc. Mais il faut quand même reconnaître qu'on s'est un petit peu excité dans les années 70 avec les films à gros effets spéciaux, Conan le Barbare, etc. Mais surtout, Soleil Vert, tu as oublié de rappeler que c'était beaucoup plus tard. C'est 1976, je crois. Le Soleil Vert. 72. Mais alors c'est Tremblementer qui est un peu plus tard. Tremblementer. Ouais, 70. Voilà. Ouais, il a tourné un paquet. Il a été d'ailleurs je pense qu'il a été un pionnier.
Ouais, il a été un des pionniers en la matière parce qu'il a été un des premiers à se lancer dans cette nouvelle vague dont Steve McQueen dans La Tour Infernale a été un héros. Steve McQueen avec, rappelez-vous, ouais mais surtout, non, je voulais dire le danseur des claquettes, là, extraordinaire. C'est lui qui joue le rôle du vieux, qui tombe amoureux. Fred Astaire, merveilleux. Hein, extraordinaire. N'oublie pas, c'est une scène très touchante. Charlton Heston fait la deuxième adaptation de Je suis une légende, hein, le fameux livre issu de Richard Matheson, en 71 de mémoire. Le titre original c'est The Omega Man, qui est traduit en français par Le Survivant, et de mémoire c'est 71, donc c'est juste après. Donc il est spécialisé dans cette période comme l'homme qui sauve un peu l'humanité. Donc voilà, après Vincent Price, parce que c'est Vincent Price qui incarne le premier héros donc, dans Je suis une légende, donc tiré de Matheson, Charlton Heston joue cet héros donc, qui se bat contre ces vampires et que reprendra beaucoup plus tard Will Smith. Et pour info, il y a une quatrième version là en cours avec donc une nouvelle version qui va sortir sur I Am Legend, donc toujours tiré de Matheson. Et je voulais apporter ça comme complément, puisque Charlton Heston c'était vraiment l'homme qui sauve le monde. D'ailleurs après les 10 commandements, après Ben-Hur, après tous ces films-là, c'est quand même dans les décennies américaines, les années 50, 60, 70, le grand homme qui sauva le monde et qui était, tu l'as pas rappelé, mais président de la grande association nationale américaine de défense du port d'armes. Hein, la fameuse association voilà, du port d'armes. Non, mais il faut quand même le dire, parce qu'il avait quand même des positions très conservatrices, très droitières. Non, mais il n'a pas toujours fait l'unanimité. Il a pas fait l'unanimité quand même aux États-Unis. Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais c'était une personnalité quand même clivante. Tout à fait. Ouais. Ah oui. Jusqu'à la fin de sa vie, il a quand même été assez polémique. Ouais. Oui, tout à fait. Ah, oui. Ah, oui. Et dernière chose, le fils de Charlton Heston a fait une remarquable adaptation d'un bouquin de Stephen King, Le Bazar de l'épouvante, avec Max von Sydow. Donc je vous le conseille, en 1993, ça a été magnifique. Hein, pour moi, c'est une plus belles adaptations d'un roman de Stephen King, Le Bazar de l'épouvante. Ouais, 1993. Merci, j'ai quelque chose à vous dire avant peut-être une autre question. Médite, alors toi, je sais que tu as... Non, ça va. C'est depuis cet après-midi, ce soir, je vais t'avoir. Regardez ce que rappelle Michel Éloi. Alors lui, il dit, on imagine sans peine le rictus amusé de spectateurs visualisant ce monde à l'envers, où l'homme est un animal, et vice-versa. Satire de l'intolérance et du fanatisme religieux, ce film aborde de manière métaphorique le mouvement américain des droits civiques, la domination relative de l'homme sur la nature, et la peur des conséquences d'un conflit nucléaire. C'est ce qu'a dit notre historien tout à l'heure. La peur des conséquences d'un conflit nucléaire. Alors écoutez bien, ça c'est très important parce qu'on parle de saga. Le succès du premier film va se transformer en saga. La planète des singes de Franklin J. Schaffner. Le secret de la planète des singes de Ted Post, 1970. Les évadés de la planète des singes de Don Taylor en 71. La conquête de la planète des singes de J. Lee Thompson, 1972. La bataille de la planète des singes de J. Lee Thompson, 73. Après, une série TV en 74, 14 épisodes. Là, c'est fou, hein. Même Plus belle la vie est battue. En 84, 10 d'entre eux seront remaniés en 5 téléfilms, 2 épisodes. En 75, une série d'animation en 13 épisodes n'aura pas davantage de succès. Mais, et là, il termine en beauté. Le cinéma y reviendra 25 ans plus tard avec un remake de La planète des singes, Tim Burton 2001. Tu te rappelles? Voilà. Bientôt suivi par La planète des singes, Les origines, Rupert Wyatt 2011. La planète des singes, l'affrontement, Matt Reeves, c'est pas Steve, c'est un concurrent, 2014. Et La planète des singes, Suprématie, Matt Reeves 2017. Tenez-vous bien pour terminer. La 20e 20th Century Fox, ayant été rachetée par les studios Disney, ceux-ci mettront en chantier un nouveau film, Kingdom of the Planet of the Apes, de Wes Ball en 2024, que l'on attend avec curiosité. Donc il faut savoir qu'entre 67 et 2024, soit 56 ans, on revient toujours sur la planète des singes. Je peux rien dire après ça, puisque c'est une vérité, il y a une certaine cohérence à la fois. Parce que c'est fascinant. Le singe, le rapport de l'homme au singe, c'est infini. Ouais. Incroyable.
y a une scène d'ailleurs de Georges Laminel dans Alibaba, parce qu'il faisait des petits disques pour enfants comme Gérard Philippe. Dans Alibaba, il dit mais tu étais sur une planète, il y avait des singes. Oui, et puis il riait, tu sais, des petits singes, des petits chimpanzés, tu sais, très nerveux qui rient. Et là, et Georges Laminel dit avec sa grosse voix, mais il riait vraiment, et lui il répond, oh, enfin des rires de singes quoi. Et ça, quand tu as 6 ans, 7, 8 ans, puis que tu écoutes ça te fait rire. Parce que c'est toute l'ironie, le singe nous fait rire, on rit du singe, enfin il y a un boomerang infini. Vas-y. Petite anecdote, voilà, avant que la pluie arrive. Le titre de Libération qui titrait sur le remake de La planète des singes de Tim Burton, tu sais ce que c'était? La planète des sagouins. Terrible. Pour dire que c'était quand même assez décevant. Ouais, c'était le titre de Libération de l'époque, tu vois, je m'en rappelle. On commence à non pas dérailler, mais c'est une sorte d'empreinte un petit peu personnalisée. Mais c'est vrai qu'à vouloir trop personnaliser les choses, en se disant ben, j'ai été le premier à le trouver, il faut quand même voilà, il faut rester distingué et respectueux. Bon, voilà, tous les problèmes de dérive sont sans fin. Encore une dernière question, Cathy. Elisabeth. Personne? Une question? Vas-y. Oui, toi qui as lu le bouquin, ce qui n'est pas mon cas, et qui a vu le film, est-ce que tu penses que le film est supérieur au roman? Je vais pas te répondre comme ça. Oui, mais c'est très gentil. Tu fais bien, parce que j'ai prévu mes questions. Voilà. J'ai prévu mes questions. J'en ai pour une seconde. Hein. J'ai prévu mes questions. J'ai prévu. Mais c'est l'espace-temps ce soir, c'est pas possible. Mais j'aurais pu récupérer mes 2 chapitres que m'a empêché de... Oui, non mais ça va, parce qu'on va encore vous allez être heureux de ce qui va se passer. Mais regardez, moi je pose des questions. Je lance des pistes, comme dit Julien Gonda, je lance des pistes. Quelle scène indispensable... C'est moi qui les ai posées. Quelle scène indispensable tirée du roman de Boulle pour les besoins du film? C'est-à-dire, qu'est-ce que... Je m'appelle Schneffer. Quelle scène je trouve, moi, indérogeable, je dois absolument prendre dans La planète des singes pour ne pas réinterpréter autrement. Deuxième question, à quel point les libertés prises par le film s'éloignent-elles du roman d'origine? Troisième question, le roman ne doit-il pas rester un socle intouchable pour les scénaristes? C'est-à-dire, il y a un socle, on n'en déroge pas, et à partir de là, on se donne quelques libertés. Il y a ces films qui sont comme ça, hein, notamment Notre-Dame de Paris, la fameuse version de 56. Elle est assez proche. Hein. Bon, c'est un resserré sur 1h50. Oui, voilà, Jean Delannoy, hein, avec notre Lolo Brigida regretté, avec notre chèvre regretté aussi, parce qu'elle a dû mourir beaucoup plus vite. Esmeralda et Quasimodo qui était Anthony Quinn. Ouais, magnifique. Hein. Alors, encore 3 questions. Oui, la Strada, fabuleux. Oh, la Strada, c'est merveilleux. Avec sa femme qui joue le rôle de la petite Barabas, merveilleux. Bon, on va arrêter la liste, mais c'est vrai, c'est superbe. Ouais, on peut sous-évaluer ces films-là, mais il faut se méfier dans ce qu'on... Généralement, alors du coup, par ricochet, le film en subit la loi. Si c'est pas le producteur ou le scénariste, c'est le film. Hein. D'autres questions. Le film gagne-t-il en efficacité en supprimant de longs chapitres? 5e question, il en reste encore 2. Que reste-t-il de la valeur philosophique portée par l'auteur et de son développement cohérent tout au long du roman? Parce qu'il y a un développement cohérent. Est-ce que le film gagne ou perd en cohérence à force de peut-être ou temporiser ou peut-être en gagnant du temps pour le scénario, ajouter une scène d'étreinte qui n'a pas lieu d'être ou etc. Ou une chasse ou une... Voilà. C'est certain qu'on peut se poser la question. La comparaison est-elle encore nécessaire après avoir lu le film? C'est vrai que moi j'ai plus envie, quand j'ai lu le livre, c'est une autre façon, c'est un autre plan donné, c'est très bien comme ça. Parce que sinon on va chercher des petits contes d'apothicaire, on s'en sortira jamais. Et dernière question, est-ce que l'auteur peut encore se reconnaître dans sa vision spécifique et de sa création? Est-ce qu'il peut s'y reconnaître encore? Que ce soit dans les énumérations, les descriptions. On sait qu'un film, il le sait Pierre Boulle, il aurait pu être metteur en scène, en tout cas il a été metteur en scène de son livre. Il sait très bien qu'en 1h50, on ne peut pas, surtout que tu parles du générique de départ et d'arrivée, tu ne peux pas, et tu les enlèves au film, tu ne peux pas estimer pouvoir... voilà. Hein?
Ah mais il est court. Moi je vous le conseille. Hein. Non, il est comme ça. Là c'est livre poche, il sort. Alors il sort pas dans la Pléiade. Hein. Il y a Brassens à la Pléiade. C'est toute l'incohérence, mais Brassens mérite d'y être, mais on pourrait mettre Pierre Boulle, hein, parce que le pont de la rivière Kwai, c'est une merveille. Hein. Par contre, je ne peux pas vous dire, si je ne l'ai pas lu, si le film La rivière Kwai a un intérêt magistral par rapport au livre. Ça, c'est l'éternel problème dont tu as parlé hier soir, puisqu'on t'a quand même posé une question. Voilà, je vous remercie tous. Merci beaucoup.